L'Entre-Femmes, un rendez-vous intime où je reçois une invitée pour un face-à-face autour de son histoire, de son courage et de sa force. Des portraits de femmes, des parcours de vie inspirants pour se comprendre et avancer ensemble. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Entre-Femmes. Aujourd'hui, je reçois Fanon. Bonjour Fanon. Bonjour. Fanon, c'est une femme qui a traversé plusieurs vies en une. Pendant longtemps, elle a vécu dans un corps très lourd, corps qui attirait les regards, les jugements, parfois les silences. Un corps avec lequel il fallait composer chaque jour, physiquement, émotionnellement. Un jour, Fanon fait un choix intime, profondément personnel, celui d'une opération gastrique. Un choix souvent résumé trop vite, parfois jugé, mais dont on mesure rarement la complexité. Après la perte de poids, il y a l'après, la reconstruction, les fragilités, les cicatrices visibles et invisibles. Aujourd'hui, Fanon est Miss Crystal Medium France 2026. Elle est aussi une mère solo, engagée, qui élève un enfant en situation de handicap. Elle a appris à se relever, à se redéfinir, à se réapproprier sa place. Fanon, c'est l'histoire d'une femme debout, d'une femme qui transforme ses combats en force. Fanon, si on revient au tout début de ton histoire avant l'opération, comment tu décrirais la relation que tu avais avec ton corps à cette époque ? J'étais une femme très investie dans le combat des femmes rondes. J'assumais pleinement mon corps. Je le revendiquais. Enfin, moi, il faut savoir que ça fait 10 ans que je fais des comités de Miss. Donc, j'ai été élue dans des comités de Miss pour les femmes rondes. J'ai été égérie pour une boutique de lingerie et je revendiquais ces formes-là parce que j'estimais qu'on avait le droit d'être femme, d'être ronde, d'être glamour et de vivre en tant que femme. On peut te demander jusqu'à quel poids tu es allée ? Je suis allée jusqu'à 150 kilos. Qu'est-ce qui était pour toi le plus difficile à vivre ? C'était ton corps lui-même ou le regard posé sur toi ? C'était pas mon corps lui-même parce que moi, c'était pleinement assumé, c'était le jugement d'autrui en fait. Les gens ont une facilité à détruire l'image qu'on peut se porter de soi-même. Et c'est ça qui est le plus compliqué. Après, moi, j'ai pas choisi de faire une sleeve vis-à-vis des gens. Je l'ai fait pour moi avant tout parce que ça avait atteint ma santé. J'ai toujours dit que je ferais quelque chose pour mon poids le jour où ça atteindra ma santé. Ça a atteint ma vie pleinement du fait que je sois maman et qu'il fallait que je reste encore plus debout pour mon fils. Et là, dans ce cas-là, j'ai fait la sleeve. D'après ton témoignage, là, on entend à travers tes mots que tu as sûrement été victime de grossophobie. Ah oui, pleinement. J'ai fait par mon parcours de Miss pas mal de presse de la région et les gens qui sont tellement dans la facilité de juger ont eu des propos mais juste incroyables. Alors ça va, moi j'ai une force en moi qui a fait que j'ai surmonté ça. Mais il y a des femmes qui ne peuvent pas y arriver. Et après, ça crée énormément de dépression chez ces femmes-là. Et du coup, ça crée aussi des femmes qui vont de nouveau se cacher. Mais en fait, on n'est pas là pour se cacher, on est là pour vivre pleinement. On ne vit pas pour les autres, mais pour soi-même avant tout. Tu sais que la grossophobie n'est pas encore reconnue comme telle dans la loi. Je crois même que le terme grossophobe n'existe pas dans la loi. Et il y a justement une pétition là qui circule de Harmonie Albertini. Il faut signer pour que la grossophobie et la discrimination par la grossophobie soient votées et mises en loi pour qu'on arrête d'insulter, de critiquer les personnes grosses. Qu'est-ce que t'en penses, toi, sur ça ? Alors justement, moi en plus, Harmonie, c'est une personne que je suis sur les réseaux parce qu'on s'est déjà rencontrés de loin avec beaucoup de défilés sauvages que j'ai fait avec des gens très très bien là-dessus sur justement l'acceptation de tous les corps parce que c'est d'abord avant tout ça, le combat. C'est aussi bien une femme qui va avoir des poils, aussi bien une femme qui va être ronde, petite, en situation de handicap. Et je me battrai, même si maintenant je ne fais plus partie de la catégorie des femmes rondes, je continuerai à me battre de toute façon pour arrêter toutes ces discriminations. Et bien sûr qu'il faut interdire et mettre des lois en place pour se battre contre ça. C'est primordial. Justement, pour donner une idée à nos auditeurs, est-ce que tu peux nous répéter certaines phrases grossophobes dont tu avais été victime à l'époque ? C'est va manger un kebab, grosse vache, son ventre, ça fait une bouche, on croirait que son ventre me parle, non mais à ce rythme-là, on va te rouler, et puis elle a réussi à avoir un enfant, cette grosse, en fait, il faut savoir qu'il y a toute cette discrimination des gens, mais ce qu'on parle peu, c'est aussi la discrimination et tous ces propos grossophobes
même des professionnels en fait. J'ai été pendant un temps malheureusement où je voulais avoir un deuxième enfant et j'ai pas réussi, donc on m'avait envoyé sur un parcours PMA. La femme a été juste mais abjecte en me disant mais madame, je ne ferai rien avec vous dans cette situation, vous êtes un danger pour votre enfant. Quand on reçoit ça de professionnels, mais c'est plus qu'une claque dans la gueule qu'on se prend. Surtout que c'est faux parce qu'on peut être obèse a priori et être en bonne santé. L'obésité va jouer sur le long terme, à vrai dire. Puis en plus, au-delà de ça, j'étais déjà une femme très ronde quand j'ai eu mon premier enfant. Et il s'est avéré que pendant ma grossesse, les professionnels me regardaient en me disant « Bon, vous avez pris combien de kilos ?» J'ai perdu 9 kilos parce que j'ai clairement passé ma grossesse à vomir. C'est des choses qui arrivent. C'est juste, encore une fois, des amalgames. Mais voilà, c'est les gens, t'es grosse, c'est parce que tu manges. Mais bon, je mangeais pas plus que quelqu'un d'autre. C'est ça, en fait, on oublie qu'on peut être rond à cause d'un traitement, à cause d'une maladie. Il faut sortir de ces amalgames. Oui, c'est ça, cette idée des gens de dire t'as qu'à faire un effort, c'est que la volonté. C'est ça, mais cette phrase-là, j'en peux plus. Mais t'as qu'à te mettre au sport. Faut savoir que ça fait des années que je fais de la danse. Ça fait des années que moi aussi, dans mon milieu professionnel, je fais du sport avec les enfants. Enfin, stop, arrêtez. Oui, il y a des fois, je vais manger un peu plus parce qu'il y a des fois, je vais me faire plaisir. Mais est-ce qu'on dit la même chose à une femme qui est mince ? Pas du tout. Est-ce que parce que j'ai quelques kilos en trop, j'ai pas l'envie de me faire un petit plaisir, de me faire une petite soirée raclette ou un restaurant avec mes amis ? Il faut arrêter ces amalgames. Et encore une fois, pour faire comprendre aux auditeurs ce que peuvent ressentir les personnes victimes de grossophobes, est-ce que tu peux nous dire ce que tu ressentais dans les pires insultes ? Ça me détruisait parce que je me disais, mais est-ce que finalement je suis pas comme ça ? Finalement, ils ont pas raison. Et puis après, je me relevais. Puis je me disais, allez hop, non. Allez Fanon, tu vas devant ton miroir, tu vas te maquiller, tu vas t'habiller. Et puis tu vas voir que tu vas pouvoir vivre. Donc tu nous as confié que tu avais choisi de faire une opération bariatrique suite à un problème de santé. Tu peux nous en parler ? Oui, alors en fait, il faut savoir que je suis une femme qui était très atteinte par l'asthme, une très très grande asthmatique. Je suis tombée malade, j'ai eu une bronchite qui s'est très très mal soignée. Et je suis partie voir mon médecin qui m'a envoyé d'urgence aux urgences, justement. Et en fait, arrivé là-bas, heureusement, j'ai été pris à temps parce que j'ai fait une insuffisance respiratoire. J'ai eu 10 jours d'hospitalisation et j'ai clairement failli y rester. Faut savoir qu'à ce moment-là, c'est là qu'on voit que les poumons contrôlent le corps parce que je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus rien faire et j'avais mon enfant qui m'attendait à la maison. Et là, les médecins, ils m'ont dit, madame, va falloir faire quelque chose. On sentait qu'ils prenaient des pincettes. Et cette fois-ci cette fois-ci, ils ont pris des pincettes. Parce que du coup, mon poids avait attaqué ma santé au niveau de l'asthme. Je respirais plus. Enfin, même au repos, j'étais essoufflée. Donc là, j'ai décidé de faire quelque chose. Depuis que j'ai fait la sleeve, j'ai plus besoin de ventoline. Et je revis. C'était une décision prise à regret ou quand même il y avait une forme d'espoir, une excitation à l'idée du changement ? Étonnamment, en fait, j'ai déjà été sur une première procédure de sleeve que j'ai arrêtée. Et au moment où, du coup, j'ai eu mon souci de santé, donc je suis repartie sur cette procédure qui est quand même une procédure qui peut durer jusqu'à 6 mois. J'y allais un peu à reculons. J'étais un peu anxieuse, mais j'y allais parce que c'était le moment ou jamais de pouvoir rester en vie longtemps pour mon fils. Du coup, au départ, j'y allais un peu avec des inquiétudes, mais est-ce que ça va bien se passer ? Est-ce que je vais perdre suffisamment de poids pour être vraiment en bonne santé ? Toutes ces questions-là, finalement, qu'on se pose, parce que c'est l'inconnu. J'ai toujours été une femme très pulpeuse, donc c'était, sur quel pied danser ? Est-ce que je vais accepter mon corps aussi ? Moi, mon corps, je l'acceptais très très bien avant. Donc, est-ce que je vais l'accepter ? Est-ce que je vais avoir un regard sur lui bienveillant ? Et tout ce travail-là, même avec les professionnels, finalement, a fait que maintenant, je ne regrette pas. Je ne regrette pas pour autant d'avoir eu ma vie d'avant, de femme ronde. Et je me bats toujours pour ces femmes-là. Mais maintenant, je suis contente de ce que je suis et de ce que je peux montrer aussi en disant si vous avez des soucis de santé et qu'il faut y aller, malheureusement, va falloir y aller parce qu'il faut aussi penser à notre avenir. Alors, les gens qui ont toujours tendance à émettre un avis ou à juger disent que c'est le choix de la facilité. Dirais-tu que c'est facile, la sleeve ? Ah, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Pourquoi ? Je déteste cette phrase-là. Je l'ai vécu, Je l'ai vécu, cette phrase-là. Oui, mais c'est la facilité. Finalement, c'est que tu t'assumais pas. Ces phrases-là, c'est encore une fois des jugements. De toute façon, on vit dans un monde de jugements, malheureusement, même si je me bats pour cela. Mais non, c'est pas facile du tout parce que c'est pas une opération anodine, c'est pas un vaccin qu'on va nous faire ou c'est pas une petite opération du genou. C'est un truc quand même où on nous enlève 2/3 de l'estomac, où notre alimentation change, où moi en l'occurrence j'ai vomi pendant très très longtemps.
C'est des médicaments, c'est faire des analyses souvent pour vérifier qu'on n'a aucune carence. Là, ça fait presque 3 ans que je suis opérée. J'ai toujours des suivis professionnels avec les médecins et tout. Donc non, c'est pas du tout la facilité. J'ai même envie de dire, c'est même encore moins facile que juste de dire on va aller s'inscrire à une salle de sport et faire un régime. C'est tout un suivi. Ça fait 3 ans que je suis dans ce parcours-là et c'est pas facile du tout parce que on peut plus se faire autant plaisir qu'avant. Hein. Moi, je vais avoir des petites portions de Lilliputien. C'est-à-dire que mon fils de 10 ans mange plus que moi. J'en ai 34. Pour autant, on s'y fait. Au début, c'est très très compliqué parce qu'au début, il y a cette frustration quand même, hein, on va pas se mentir, de se dire ouais, j'ai envie de manger ça et puis en fait, on se rend compte que 2 fourchettes et en fait, on est calé. Mais c'est un parcours où il faut encore une fois se battre pour ça. Finalement, le résultat est plutôt satisfaisant. J'ai une perte de 70 kilos avec un équivalent de 10-15 kilos de peau. Maintenant, la prochaine aventure, c'est tout ce qui va être la chirurgie réparatrice. Alors avant d'arriver à cet angle-là de la chirurgie réparatrice, on va revenir justement sur ce parcours sleeve, parce qu'au moment où on t'annonce que tu as un gros problème de santé et qu'il va falloir envisager de maigrir, on te suggère là la sleeve ? On me l'a suggéré par mon médecin traitant et puis par plusieurs professionnels parce que on peut dire que ça a été la facilité. Mais j'ai essayé énormément de séances de sport. J'ai essayé énormément de régimes différents. Oui, j'ai dû perdre 5-10 kilos maximum. En fait, il faut savoir que là, il en devenait vital de perdre beaucoup de poids et très vite. Là, ça devenait plus que primordial pour mon avenir. Et donc là, à partir du moment où tu décides cette sleeve, j'imagine qu'il y a des examens avant l'acte chirurgical. C'est ça. En fait, il faut savoir que c'est pas du tout comme si on allait chez l'esthéticienne se dire on prend un rendez-vous et puis hop, c'est fait. Pas du tout. On est sur une procédure, comme je disais, d'à peu près 6 mois où on rencontre un chirurgien, on rencontre des nutritionnistes, psychologues, on fait des prises de sang, on analyse notre taux de graisse dans notre corps. Enfin, c'est énormément d'analyses. Et même après l'opération, c'est encore une fois énormément d'analyses. La fibroscopie, enfin tout ça. C'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Pas du tout. Donc, on te donne une date d'opération. Là, c'est quoi ? C'est le bonheur ? C'est l'hésitation ? C'est un très très gros stress parce que déjà j'avais subi une opération il y a quelques années de cela, un truc très facile, hein, des végétations, donc un truc ambulatoire, où on a été obligé de m'intuber en fait, parce que malheureusement je ne respirais plus. Là je me suis dit waouh, sur une petite opération comme ça, il a fallu m'intuber. La grosse opération, comment ça va se passer, les douleurs. Et en fait on nous rassure vachement, hein, les professionnels sont là pour nous dire non mais ça va bien se passer, on a l'habitude, enfin... Vous n'êtes pas la première, vous n'êtes sûrement pas la dernière, mais c'est un très très gros stress. C'est pas une petite opération, c'est une opération qui dure à peu près 2 heures. Tu as eu peur de mourir ou d'avoir des séquelles ? Oui, j'ai eu peur de mourir, j'ai eu peur de me dire, s'il m'arrive quelque chose, il y a mon fils. Encore une fois, j'ai fait passer mon fils avant tout et cette peur-là, elle a été énorme. Et donc, voilà, c'est le moment de l'opération, tout se passe bien ? Tout se passe bien, je me suis réveillée tranquillement, j'avais l'impression d'avoir dormi 10 minutes et en fait non, tout se passe bien, ils nous disent ça a bien fonctionné, l'opération s'est bien passée et puis après c'est le début de l'aventure. Il y a un suivi post-op quand même à l'hôpital, tu restes combien de temps ? Je suis restée à peu près 2 jours. 2 jours où ils nous contrôlent, on vérifie que tout va bien et petit à petit on va commencer à nous donner des médicaments. Parce que c'est pas une petite opération, c'est quelque chose où on peut avoir énormément de carences en vitamines, ça faut pas l'oublier, donc c'est un truc à contrôler, on voit en groupe avec d'autres personnes qui ont subi soit une sleeve, soit un bypass, pour nous dire bon ça y est, maintenant c'est le début de l'aventure, donc on s'entraide, on discute, on parle un peu de nos inquiétudes, et puis après c'est le retour à la maison. Mais qu'est-ce qu'il a, le corps des femmes, pour qu'on ne lui foute jamais la paix? Combien faut-il de cris de larmes pour qu'on lui rende sa liberté? Mais qu'est-ce qu'il y a dans toutes les têtes de ceux qui bossent à la télé, sur les antennes, dans les papiers, toujours à vouloir nous glacer, nous enfermer dans leurs idées, leurs idéaux un peu machos, nous asservir pour assouvir comme des salauds leur libido. Mais qu'est-ce qu'il a, mon corps de femme, pour qu'on ne lui foute
jamais la paix. Est-ce que ce serait vraiment un drame si on le montrait comme il est? Le corps des femmes porte leurs âmes, porte la vie, porte leur drame. Le corps des femmes, leur seule maison, toujours saccagée sans raison. Je veux savoir pourquoi c'est toujours les femmes que l'on broie. Et pourquoi toi, tout feu, tout flamme, tu as servi le corps des femmes. Mais qu'est-ce qu'il a, mon corps de femme, pour qu'on ne cesse de l'emmerder, pour que toujours dans les réclames on mis un rite à le changer? Mais qu'est-ce qu'il a, mon corps de femme, pour qu'on le voie comme un objet? Si vous voulez le fond de ma pensée, mon corps est parfait comme il est. Oui, je suis libre, oui, je suis belle, j'incarne la beauté immortelle. Je suis la force irrésistible, la féminité irascible. Ils peuvent parler, ils peuvent juger, ils peuvent détester, cracher, quoi qu'ils en disent et quoi qu'ils fassent. Mon corps de femme est un palace. Mon corps de femme porte mon âme, porte ma vie, porte mes drames. Mon corps de femme, ma seule maison, toujours saccagée sans raison. Je veux savoir pourquoi c'est toujours les femmes que l'on broie. Et pourquoi toi, tout feu, tout flamme, tu as servi le corps de femme. Mais qu'est-ce qu'il a, le corps des femmes, pour qu'on ne lui foute jamais la paix? L'Entre-Femme. L'Entre-Femme. Retrouvez le podcast de l'Entre-Femme sur Spotify, YouTube. Mais avant ça, à l'hôpital, t'as pu manger? Pour être honnête, je ne me souviens même plus de ce moment-là. Les premiers temps, de toute façon, on mange liquide. C'est un peu un apprentissage comme quand on est enfant, finalement. Les bébés, au début, ils mangent liquide, puis ensuite, on va commencer la purée. Mais au début, c'était que du liquide, donc c'était de la soupe. Et ça arrivait à passer, tu te souviens? On était sur à peu près une cuillère à soupe. Et puis voilà, on décalait. Tu sentais la sensation de faim? Je sentais la sensation de faim, et je sentais pas encore forcément la sensation de « je suis rassasié ». Mais on sent que l'estomac, ça y est, il peut plus. C'est-à-dire que vraiment, il y a cet effet de... c'est au bout de la gorge et stop, il faut s'arrêter de manger. Puis donc après, il y a le retour à la maison, donc tu te vois obligé, j'imagine, de mixer tes repas au début? Non, au début, c'est vraiment toujours que de la soupe. En fait, on est sur à peu près 15 jours de liquide. Il faut savoir que moi, je faisais une demi-tasse, et la demi-tasse me durait au moins 3 jours. Mais t'avais pas des vertiges, des sensations... Enfin, ton corps, il réagissait pas à tout ça? Le problème, c'est que vu qu'on a beaucoup de médicaments à prendre, on est rassasié déjà avec les médicaments. Faut savoir qu'on a une infirmière quand même qui vient tous les jours pour tout ce qui va être déjà vérifier qu'on va bien. Des piqûres pour tout ce qui va être les phlébites, etc. En fait, on est extrêmement fatigué. Enfin, j'ai passé ma première semaine, je pense, à beaucoup dormir. Et la tension? On nous vérifie par l'infirmière et pour le coup, ça va. Nous, on a l'impression que non, on n'est pas bien. Et notre corps, finalement, si, ça va, il va bien. Nous, on n'a pas la même sensation. Et puis après, donc là, c'est le mixé. C'est ça. C'est passé facilement? C'est passé facilement, progressivement. C'est très étonnant de prendre des tranches de blanc de poulet, de mixer. Enfin, franchement, j'avais l'impression de me retrouver. J'avais 2 ans quand je faisais pour mon fils. Mais ça va, en fait, ça passe bien et... c'est toujours très très peu, c'est-à-dire que 2 cuillères, on est très vite rassasié. Après, c'est des aliments solides. Et là, et ça va, c'est passé bien parce que je le conseille souvent aux personnes qui vont se faire opérer ou qui me posent des questions. Surtout, prenez votre temps, vraiment, sur ces phases de liquide, mixé et tout. Parce que plus vite vous allez faire, déjà plus vite vous avez le risque de reprendre et souvent le double. Et plus vite ça va être compliqué pour votre estomac. L'estomac, c'est un muscle, donc c'est pour ça qu'il faut le réhabituer petit à petit. Et ça a été, les premiers temps, on a l'impression qu'on n'a pas assez mangé, puis on a pris la cuillère de trop et puis on finit aux toilettes. Mais bon, on s'habitue. Est-ce qu'il y a des aliments que tu peux plus du tout manger? Il y avait des aliments où c'est un coup sur 2, mes collègues pourraient en témoigner, c'est les pâtes. Les pâtes, c'est compliqué. Il y a des moments où ça va passer et il y a des moments où non, ça va être trop compliqué. En soi, il n'y a pas d'aliments qui depuis font que je ne peux plus les manger.
Et je crois savoir aussi que les boissons gazeuses sont à proscrire. C'est ça, les premiers temps, il faut absolument pas de gazeux parce que le gazeux, c'est des bulles et c'est très mauvais justement pour l'estomac qui est en train de se reconstruire. Est-ce que tu as l'impression que ta perte de poids était rapide ? Très impressionnante, oui. Aussi bien pour moi que pour les gens qui m'entouraient. Premier mois, j'ai dû perdre un peu plus de 10 kilos, quasiment 15 kilos. On se rend pas forcément compte quand on fait cette opération-là. Hein. On se rend compte avec les vêtements, qu'on change à peu près toutes les 2 minutes. Donc ça a été compliqué. Vu qu'on est encore dans ce corps d'avant, moi, j'avais pas la sensation d'avoir perdu. Et c'est vrai que maintenant, oui, on se rend compte avec les tailles de vêtements qu'on achète qui sont assez impressionnantes par rapport à avant. Mais les débuts, les pertes sont impressionnantes. Et à chaque fois, en plus, il faut que tu te réappropries un nouveau corps, finalement. C'est ça, en fait, on se réapproprie un corps aussi bien dans la marche, dans l'escalier, dans le sport qu'on reprend après, dans les vêtements, dans tout. Ouais, c'est quelque chose qui est impressionnant. On va vivre avec un nouveau corps et c'est un apprentissage. Comme quand on se met en relation avec quelqu'un dans un début de couple. Finalement, voilà, j'ai été sur une relation de début de couple avec mon corps. Et tu avais des carences ? Oui, j'ai eu quelques carences, mais très très légères pour le coup. Les médecins ont quand même été très très contents, surtout avec la perte de poids très impressionnante que j'ai eue. C'est des carences, vitamine C, on est en Normandie. C'est pas forcément, de toute façon, pour quelqu'un qui n'est pas opéré, en général, il y a toujours des petites carences à ce niveau-là. Après, c'est quelque chose qui, oui, sur d'autres vitamines, je vais avoir un médicament et ça va très vite se remettre d'aplomb. Est-ce que tu as eu le souci de la perte des cheveux ? Parce que beaucoup de témoignent qui perdent les cheveux après la sleeve. Alors la perte des cheveux, je suis pas forcément une référente parce que malheureusement, j'ai déjà eu une petite perte de cheveux déjà bien avant l'opération. Mais j'ai envie de dire pas plus que ça. Déjà, les quantités, maintenant, je pense que tu peux manger des portions un peu plus qu'un bol de soupe par jour. Est-ce qu'il y a un moment où il y a une tendance à reprendre après la stabilisation ? Alors pour le coup, là encore une fois, je suis pas forcément une référence pour ça parce que d'habitude on nous dit qu'on reprend du poids un petit peu. Moi pas du tout en fait, ça fait vraiment à peu près 2 ans que je stagne au même poids. Je vais varier en fait entre 69 kg et 72 max, mais ça fait 2 ans que je suis là-dessus. J'ai pas repris, j'ai pas envie de dire je mange normalement parce que je ne mange pas normalement, mais je mange suffisamment en tout cas pour moi. Après ça m'arrive encore des fois de vomir. Ah, donc il y a encore des effets comme ça où ça passe pas, où l'estomac... Alors ça, malheureusement, ça date depuis des années, parce que on m'appelle des fois vomito, parce que à ma grossesse, j'ai vomi toute ma grossesse. Si je suis contrariée, je vais vomir. Si je suis stressée, je vais vomir. Si je suis fatiguée, je vais vomir. Donc forcément, ayant en plus subi l'opération, voilà, c'est assez facile pour moi d'aller aux toilettes. Hein. Et c'est devenu un petit peu un truc drôle, d'ailleurs, à mon travail, quand je mange à la cantine. Après, et que les collègues me voient en me disant... Là, Fanon, elle va pas bien. S'ils voient que je commence à m'attacher les cheveux, ils savent. C'est le signal. C'est le signal. Donc là, tu dirais que t'es stabilisée, heureuse. À part quelques vomissements, t'as pas trop de désavantages à cette opération ? À part la peau, j'ai pas de désavantages et c'est une très grande réussite au vu de mes professionnels qui le voient et puis de moi-même. Et ton corps, tu l'estimes ? Tu le vois comment ? Est-ce que tu te trouves toujours grosse ? Oui et non, pas grosse parce que on va appeler la femme ronde, mais plus du fait que j'ai de la peau. Il faut savoir que 70 kilos à perdre, forcément il y a des séquelles au niveau de la peau, que la peau n'est pas tendue comme on voudrait, et que c'est plus là maintenant ce parcours-là qui va être à vivre et qui est pas forcément facile tous les jours. On appelle ça de la chirurgie réparatrice ? Oui, c'est ça. En fait, il faut savoir que quand on fait ce genre d'opération-là, ils nous offrent 2 opérations de chirurgie réparatrice. Oui, 2, pas tu plus. Fais le choix. Voilà. C'est un peu ça du coup, parce que là, en l'occurrence, moi, il y a plus que 2 parties de mon corps que il faudrait retravailler. Mais malheureusement, il ne faut en choisir que 2. Ah oui, et toi, tu sais... Ce qui me choque le plus à l'heure actuelle, c'est surtout mes cuisses, qui ne vont pas du tout en adéquation avec mon corps, et mon ventre. Tes bras, ça va ? Mes bras, franchement, je m'estime heureuse. Ça fait un petit drapeau, mais c'est bientôt l'armada, donc c'est sur la thématique. Et après, franchement, j'en ai quand même perdu pas mal et je me dis, par rapport à d'autres femmes qui pourraient le vivre encore plus mal et qui auraient plus de séquelles, je m'en sors pas trop mal. Tu attends ces opérations pour t'approprier pleinement ton corps, te sentir à l'aise ?
On s'entend plutôt bien, mon corps et moi. Mais oui, je pense pleinement, j'attends ces opérations-là parce que c'est un peu, je suis en chantier en fait. C'est-à-dire que j'ai subi mon opération la sleeve. Là, on voit que il y a quand même pas mal de petites séquelles et que mon corps ne ressemble pas forcément au corps d'une femme de 34 ans. Mais je les attends impatiemment. Mais il y a toujours ce truc-là, comme à la sleeve. Il y a quand même cette appréhension que, de nouveau, ce ne sont pas des opérations qui sont faciles, parce qu'on a aussi le droit à cette phrase-là de « Oui, mais là, tu vas faire de la chirurgie, c'est la facilité ». Non, messieurs, dames, non, ce n'est pas la facilité. Vivez une opération où vous perdez 70 kilos en l'espace d'1 an et demi. Je peux vous dire que votre peau, on a beau faire du sport, elle se tend pas comme on veut. Et puis, j'imagine aussi que les hommes qui te regardent ne sont plus les mêmes. Bah non, pas forcément. Le regard des hommes, finalement, j'ai pas envie de dire m'importe peu, parce que c'est toujours agréable pour une femme de se faire regarder par un homme. Et je ne sais pas si finalement les hommes qui vont me voir là à l'heure actuelle, est-ce que dans mon ancien corps, ils m'auraient regardé quand même. Par contre, ce que je relève beaucoup, que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes, c'est cette phrase qui peut paraître des fois un peu vexante, mais même quand t'étais ronde, t'étais belle. J'adore cette phrase où je me dis, bon, bah, oui, alors je sais pas si c'est un compliment ou pas, c'est un petit peu un compliment, mais mal tourné, on va dire. Après, j'ai estimé qu'en tant que femme ronde, j'étais quand même, oui, une belle femme. Puis oui, j'ai perdu 70 kilos, je suis toujours une belle femme. J'ai toujours des formes, parce que je reste quand même pulpeuse sur certains côtés de mon corps. Après, voilà, les hommes, bon bah, si c'est mince, si c'est ronde, je suis la femme que je suis, donc maintenant c'est l'acceptation. Hein. Donc, c'est un nouveau corps pour toi, mais c'est une toute nouvelle maman pour Jules. Comment il le voit, comment il l'accepte ? Au départ, ça a été un petit peu bizarre parce que finalement, il a toujours connu sa maman ronde. J'ai plus la capacité du corps d'avant, c'est-à-dire sur riposter ses câlins, parce que c'est un peu un rugbyman, hein, mon fils. Je pense que oui, il l'accepte pleinement et de toute façon, mon fils, il a toujours été, je pense, dans l'acceptation et dans l'estime de sa mère. T'étais belle avant et t'es belle maintenant et il a toujours été fier, je pense, de sa maman. Du fait que je sois Miss, forcément, on a des belles robes et tout et je pense que mon fils me voit pas, encore une fois, juste comme une maman fine ou ronde, mais juste comme sa maman et qui a un beau cœur, une belle âme, et c'est le principal. On va parler de ton élection de Miss, mais avant ça, je voudrais savoir si du coup il y a des habitudes qui ont changé à la maison depuis ta sleeve. Pas forcément, je suis restée un peu la même. Ce qui a changé, c'est le souffle. Je peux monter 3 étages d'escalier sans être essoufflée pendant 1h30. Et ça, franchement, déjà rien que ça, c'est vraiment une belle victoire. Et j'imagine les jeux avec ton fils ? Oui, bah oui. Finalement, c'est lui maintenant qui va des fois me dire « Bon, maman, là, on y va mollo ». Et c'est agréable, en fait, de se dire qu'on peut faire des choses, que ce soit avec son fils ou même avec ses amis, sans être essoufflé ou sans se dire « Waouh, c'est dur ». Mais ne serait-ce que marcher. Marcher, avant, c'était compliqué. J'étais à la traîne, j'étais essoufflée. Maintenant... Et je mets des tracés à tout le monde, où même mes amis me disent « Oh, Fadron, c'est bon, on a compris que t'avais perdu du poids, attends-nous, je marche très vite maintenant. » Donc ça fait plaisir. Est-ce que tu as l'impression que ça t'a donné une nouvelle force supplémentaire pour être maman solo ? Oui, ça m'a donné une force supplémentaire, ne serait-ce que déjà par rapport à ma santé. Parce que il fallait faire quelque chose et puis que du coup, là, c'est mieux sur cet aspect-là. Ça me donne encore plus de force pour me battre au quotidien. Ton fils est porteur d'un handicap. Est-ce que tu es d'accord pour nous en parler ? Mon fils est atteint de troubles du comportement, d'anxiété sévère, d'excès des émotions et de dépression également. Depuis cette sleeve, depuis cette perte de poids, est-ce que tu te sens plus armée ou tu as toujours su te confronter à ce handicap ? Je pense que, comme toute maman, on a cette force en nous qui fait qu'on se sent de toute façon armé, que je sois avec mon corps d'avant ou avec le corps actuel. Mais forcément que ça va être plus facile parce que déjà au niveau de la santé. Déjà j'aurai un avenir quand même qui sera plus long parce qu'il était un petit peu incertain avant, hein, on va pas se mentir. Et qu'au moins là, je sais que la bataille pourra durer encore des années. Est-ce que ça t'a apporté une force pour d'autres domaines dans ta vie ? Je parle vraiment sur une force pour te revendiquer plus. Du coup, moi, j'étais une femme assumée, donc en soi, que je me revendiquais avant ou que je me revendique maintenant, ça n'a pas forcément changé quelque chose là-dessus. Mais du coup, j'ai un peu l'impression, des fois, d'avoir plus de poigne pour aider ces femmes rondes à s'assumer et dire oui, bah moi, j'étais comme ça. Et pour autant, j'ai pas fait l'opération parce que je m'assumais pas, mais que ces femmes-là, elles ont le droit de vivre, en fait. Écoutez-moi, regardez-moi et allons de l'avant ensemble parce que des fois, on est plus écouté en tant que femme mince. Et c'est horrible à dire en fait, parce que justement quand on est ronde, on sait de quoi on parle.
Souvent, les gens, ils sont dans le jugement en disant « Oui, mais bon, vous êtes dans votre train-train habituel de femmes rondes, vous vous plaisez finalement dans tout ça. » Et en fait, moi, je dis « Bah maintenant, j'ai changé pour une question de santé. Arrêtez, ces femmes, elles ont le droit de vivre. Elles ont le droit d'être des femmes, d'être glamour, de s'assumer. Stop. » Tu t'assumais avant et aujourd'hui tu t'assumes toujours au point où tu as décidé de te présenter pour l'élection Miss Cristal Medium 2026. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Qu'est-ce que c'est Miss Cristal Medium ? Moi, j'ai été donc une femme très assumée avant, puisque je commençais déjà à faire des élections de Miss. En fait, il faut savoir que vraiment, ça fait 10 ans que je fais ça. Donc avant, j'étais dans la catégorie des femmes rondes. Puis j'ai été ronde dans une catégorie où il y avait tous les corps. Et j'avais été élue déjà France à l'époque. Et ça avait été vraiment pour moi justement une belle bataille pour ces femmes rondes qui avaient le droit d'exister aussi parmi les femmes minces, parce qu'on est tous pareils. Et ce comité-là devient aussi encore plus une bataille pour moi, parce que c'est un très très beau comité qui accueille toutes les catégories. Donc il faut savoir qu'on est Miss et Mister. Les hommes aussi ont le droit de venir. Il y a 2 catégories, donc les médiums, par la catégorie de corps. Moi, je suis dans la catégorie des femmes fines, mais il y a aussi les plus size qui ont le droit d'exister et justement qui ont leur catégorie. Le côté cristal, en fait, c'est pour le côté vraiment pierre précieuse, parce que finalement, on est tous des pierres précieuses, taillées différemment, mais pour autant, on brille, on a le droit d'exister et on n'en est pas moins des pierres précieuses. J'ai eu la joie d'être élue en avril de l'année dernière, Normandie, et de représenter notre magnifique région. Et en octobre dernier, du coup, d'être élue France et de pouvoir encore plus justement mener mes combats à plus grande échelle. Oui, alors parle-nous de ces combats vraiment concrètement. Est-ce qu'on te sollicite pour des événements, pour des luttes, des revendications ? Ah bah totalement, et déjà même avant d'être Miss, en tant que maman d'enfant en situation de handicap, je revendique énormément. Et c'est vrai que ce rôle de Miss, parce qu'on me demande souvent, mais pourquoi tu fais des élections de Miss ? Bah déjà parce que c'est super gratifiant en tant que femme de pouvoir porter une écharpe, une couronne et de se sentir princesse. Je suis une grande fan de Disney, j'aime ce monde des princesses, donc forcément c'est très agréable. Mais d'autant plus qu'on a un autre message à porter et du coup on a encore plus d'impact sur certaines personnes. Je vais revendiquer tous mes combats, toute la discrimination, qu'elle soit totale. Je suis pour le droit à la différence. On est tous différents, on a tous le droit de vivre, j'estime, et je le dis par exemple souvent à mon fils, si on était tous pareils, on serait des moutons à brouter. C'est pas super gratifiant. Donc on a tous cette particularité d'être petit, d'être grand, d'être fin, d'être rond, d'avoir nos propres valeurs, et c'est super important. Donc je me bats pour le handicap, du fait que voilà, j'ai mon enfant en situation de handicap, que je suis moi-même malentendante. Je suis une ancienne femme ronde et que ça aussi, il faut le revendiquer. Et je me bats pour toutes ces discriminations et j'aime aller sur des événements. Je travaille beaucoup avec l'association IDEO sur les Hauts-de-Rouen, qui est pour moi une association justement qui va finalement rassembler toutes ces discriminations, parce qu'on aime bien parquer tous les gens. Ouais, c'est en quartier, ils sortent pas de chez eux, ils vont brûler des poubelles. Non, faut arrêter ces amalgames. Justement, on est des gens qui revendiquons extrêmement nos droits. On vit, on est intelligent, on se bat, et en fait c'est super important de parler de la précarité à l'heure actuelle et de pouvoir tous se rassembler pour se battre sur une seule union. Donc j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec eux et de travailler encore actuellement. J'ai fait le réveillon solidaire, je suis souvent les vendredis là, je m'investis en fabriquant des affiches. Je suis en train de faire des projets justement avec Jérôme Dubois pour pourquoi pas faire une soirée de la femme. Parce qu'il faut se battre pour ça, c'est encore un projet, je vois que tu me regardes. Ouais. Mais je veux me battre pour ça parce que les femmes ont le droit aussi de se retrouver et puis de pouvoir vivre en tant que femme. Et ça, c'est important. Je suis aussi en travail avec les PEP 76. Donc les PEP 76, c'est le dispositif dont bénéficie mon fils, donc avec les ITEP. Et les PEP 76, du coup, en tant que maman d'enfants en situation de handicap, et en tant que Miss, ils veulent m'inviter sur un de leurs événements et j'espère pouvoir en reparler prochainement quand ce sera plus officiel. Mais justement pour montrer qu'on peut être maman d'enfants en situation de handicap, se battre pour les combats qu'on mène, être aussi une femme. Et ça, c'est important. Et je peux me permettre de te proposer un projet ? Soyons fous. Pourquoi t'écrirais pas un livre ? Eh ben alors c'est en cours. Voilà. C'est en cours. Justement, il faut savoir que moi, il y a quelques années de ça, et c'est de là qu'est partie la dépression de mon fils. Mon fils a été en très très bad moment et il a voulu arrêter de vivre. Et ça, pour une maman, je crois que c'est la plus
grosse claque qu'on peut se prendre dans le visage. Je pensais être une femme faible et Dieu merci, j'ai des gens autour de moi et mes amis qui sont les tatas de mon fils, les tatas de cœur, qui sont clairement mes sœurs et qui sont toujours là pour moi dans mon parcours et qui m'ont dit mais tu te rends pas compte de la femme forte que t'es, de tout ce que tu peux vivre. Et c'est là en fait finalement je me suis ah ouais, en fait, c'est vrai. J'ai décidé d'écrire mon histoire parce que je pense que c'est important parce qu'il y a des femmes qui n'y arrivent pas. Je parle des femmes, mais il y a des papas solo qui n'y arrivent pas et c'est compliqué déjà d'être parent solo. C'est d'autant plus compliqué d'être parent solo d'enfants en situation de handicap parce que mon Dieu, quel parcours, mon Dieu. On devient aidant également. C'est ça, et d'être aidant, on se rend pas compte de ce que c'est et je vais en parler juste après. J'écris mon histoire en tant que maman du début à la fin. Déjà, le début de ce roman, c'est l'arrivée à l'hôpital quand mon fils ne voulait plus, qui a été finalement l'élément déclencheur. Et après, je reviens justement au début. Du début où j'ai voulu être maman, où je suis tombée enceinte. Ce roman, en cours, parce que bon, je fais 36 milliards de vies en même temps, donc des fois, il est un peu en stand-by. Il a un titre magnifique et absolument perspicace et pertinent pour moi, parce que c'est mon combat et j'aime à me dire que je suis une lionne. Et ce titre s'appelle « Les lionnes cernées ». Parce que c'est ce que je suis. Je suis une lionne, je me bats pour mon fils, mais cernée parce que c'est un combat qui est dur et fatigant. Magnifique, j'ai vraiment hâte de le lire. J'ai vraiment hâte de finir de l'écrire parce que j'ai bien compris qu'il y avait beaucoup de gens autour de moi qui aimeraient pouvoir s'en saisir. Donc je vais essayer de prendre du temps pour pouvoir continuer ce livre parce que je trouve que c'est important. D'ailleurs, c'est pour ça que tu es là, pour nous témoigner toute ta force. Et pour éventuellement donner une inspiration à certaines femmes et hommes qui pourraient t'entendre. Tu voulais revenir sur le fait d'être parent aidant ? Oui, il n'y a pas si longtemps de ça, il y avait la journée des aidants. Les gens ne savent pas ce que c'est. Ils ne se rendent pas forcément compte de ce que c'est qu'être aidant. Et moi, j'ai voulu répondre au nom de mon comité, mais aussi au nom d'une maman. Je suis maman d'enfants en situation de handicap et je voulais dire ce qu'on vivait. J'ai décidé de créer une vidéo autour des aidants et sur finalement ce qu'on pouvait être et ce qu'on pouvait vivre au quotidien. Parce qu'on parle du handicap, c'est très très dur, mais la vie d'aidant, c'est un vrai parcours de tous les jours et faut pas croire qu'on se cache, qu'on est juste énervé de temps en temps. En fait, on passe des soirées à pleurer, à déprimer, à être sur du haut, sur du bas, parce qu'il y a des moments où il y a des combats qui sont gagnés et il y a 3 défaites qui arrivent derrière et cette violence administrative, parce qu'il y a les dossiers MDPH, il y a les rendez-vous des professionnels, il y a notre boulot, parce que il y a des familles qui sont obligées d'arrêter de travailler et ça, faut pas l'oublier, c'est compliqué. J'ai décidé de continuer à travailler parce que c'est aussi une thérapie pour moi et j'ai besoin d'avoir cette vie outre que juste maman d'enfant en situation de handicap. Mais malheureusement, je suis arrivée aussi à un stade où je suis obligée de réduire mon temps au fur et à mesure. Et ce qui dit réduire le temps, dit réduire le salaire. Et après, c'est dire, mais comment je vais réussir à vivre financièrement avec tout ça et malgré tout, on se bat et on se relève et on remonte les manches et puis on continue. Et il y a beaucoup, beaucoup de personnes et de professionnels qui créent aussi des choses autour de ça. Enfin, il y a Parentraide qui a été créé il n'y a pas longtemps. J'en bénéficie. J'ai fait des ateliers, j'ai fait des moments avec eux. Bon, des fois, c'est pas toujours facile parce que beaucoup d'ateliers se font sur les temps où je travaille. Ce dispositif, il est important pour ces parents qui ont besoin d'aide parce qu'en fait, on n'est pas tout seul. Et c'est ça qu'on veut comprendre parce qu'on a un peu l'impression qu'on est seul dans nos combats, mais finalement on est plusieurs et juste des fois de se réunir et de se dire, excusez-moi du terme, mais putain j'en ai marre. C'est dur. Et de se dire, c'est pas grave, on va s'aider, on va se réunir et on va mener ces combats ensemble. Et c'est aussi pour ça que je suis Miss, pour pouvoir revendiquer tout ça. Et je partagerai ma vidéo sur les aidants parce que je pense que les gens, ils ont besoin de comprendre finalement ce qu'on vit. Je ressouligne l'association Parentraide qui est un lieu dédié aux parents aidants où on propose divers ateliers comme la cuisine, la sophrologie, les sports de combat, mais également autour du sport adapté. Enfin, moi j'ai pu faire un atelier autour du sport adapté avec mon fils. Il y a aussi autour du bien-être, autre que la sophrologie, sur tout ce qui va être la mise en beauté, tout ça, pour justement ne pas s'oublier en tant qu'aidant. Pour me glorifier un peu, j'ai eu la chance de les rencontrer au Salon de la Parentalité au Centre Malraux, quelques jours avant l'ouverture.
par entraide. C'est une de mes premières interviews et j'en suis très très fière. Ah oui, et puis c'est un très très beau dispositif et on en manque beaucoup. Et il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, et si les gens m'écoutent et si les gens cherchent du travail, il y a beaucoup de postes à pourvoir dans le milieu professionnel du handicap parce que c'est de pire en pire. Malheureusement, on a de moins en moins de dispositifs. Donc quand on est aidant, on est en souffrance totale, mais tous ces dispositifs, les PEP 76, les ITEP, l'IDEFI, en fait, ils sont en difficulté, mais plus parce que on a de moins en moins de professionnels qui veulent aller sur ce genre de travail-là parce que c'est un travail très dur. Et merci à toutes ces personnes-là qui sont dans ce genre de travail-là parce que c'est important. S'ils n'étaient pas là, nous, on serait en détresse totale, les parents. Et il ne faut pas hésiter à pouvoir s'entraider ensemble. C'est super important. Fanon, j'ai envie de te demander si tu as quelque chose à rajouter pour nos auditeurs. Un message peut-être pour les femmes qui ont du mal à s'assumer ou qui se sentent désespérées dans leur vie de maman solo. Je pourrais partager aussi mes réseaux parce que souvent les gens me contactent par réseau parce qu'ils se sentent pas très bien et puis c'est vrai que je n'ai pas 1000 vies alors. Du coup, je réponds à ces personnes-là qui ont besoin parce que je pense que moi, si j'avais pas été bien et des fois je suis pas forcément bien, j'aime aider les personnes en fait parce que j'estime qu'on est ensemble et qu'on est unis et qu'il faut aller de l'avant. Il faut pas hésiter en fait à pouvoir s'entraider, à aller vers des dispositifs. Il y en a beaucoup à l'heure actuelle. Moi, j'aime terminer par une phrase qui est vraiment mon combat de tous les jours. C'est seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Magnifique. Fanon, je te remercie pour ton fort témoignage, ton témoignage fort. Merci. Je remercie tous nos auditeurs d'avoir pris ce temps d'écoute et d'avoir partagé cet instant avec nous. Je vous retrouve au plus vite pour un nouvel épisode de l'Entre-Femmes et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. L'Entre-Femmes. Retrouvez le podcast de l'Entre-Femmes sur Spotify, YouTube.